Table ronde. Je réagis sur les youtubeurs parce que c'est vrai que c'était une des grandes promesses de l'évolution technologique. Au travail, à la maison, en déplacement, notre vie quotidienne devrait se trouver grandement facilitée. Oui, si vous voulez l'applaudir, oui, allez-y. Elle va trop vite, elle ne nous laisse même pas le temps d'applaudir, c'est terrible. Notre vie quotidienne devrait se trouver grandement facilitée par tous ces outils numériques qui sont maintenant à notre disposition et puis aussi par l'efficacité galopante des transports. Bref, on aurait dû gagner du temps, pour reprendre l'expression consacrée. Pourtant, j'imagine que si on faisait un petit sondage très rapide, et je ne vais même pas le faire, ce qu'on ressent toutes et toutes, c'est plutôt une pression temporelle croissante qui est confortée d'ailleurs, on va le voir dans un instant, par des données chiffrées. Elle n'est pas seulement subjective, cette pression temporelle, on peut l'objectiver. On va revenir dans cette première table ronde sur les conséquences de l'accélération de nos modes de vie, conséquences sur notre santé, je le disais, conséquences environnementales, bien sûr, c'est surtout à celle-là qu'on va s'intéresser ce matin. J'invite nos 4 premiers invités à me rejoindre. Christophe Gay, Olivier Ridoux, Guérit Von York et Mathieu Durand-Daubin. Je vous indique que vous pouvez utiliser votre casque audio pendant cette table ronde puisque Guérit Von York s'exprimera en anglais. Bonjour à vous 4, je vous laisse vous installer. Un siège chacun, vous avez un verre d'eau à disposition derrière vous, si vous voulez, et donc les fameux casques aussi derrière vous. Et puis je vous présente quand même au public. Alors Christophe Gay est co-directeur du forum Vie Mobile, que vous connaissez peut-être, sûrement, qui est un think tank de la mobilité soutenu par la SNCF. Et Christophe est également co-auteur d'un livre dont le titre est tout à fait explicite, Pour en finir avec la vitesse. C'est un livre qui est paru cette année, en août précisément, aux éditions de l'Aube. Olivier Ridoux aussi, bonjour, au bout de la table ronde pas très ronde. Vous êtes professeur d'informatique ici à l'université Rennes 1. Vous vous intéressez depuis plusieurs années déjà aux enjeux environnementaux du numérique. Vous plaidez d'ailleurs pour une sobriété numérique. Vous aimeriez bien réussir à en faire un domaine d'enseignement à part entière. En attendant, vous prêchez cette bonne parole auprès de vos étudiants et étudiantes. Guérit Von York, bonjour, guten Tag. Puisque Guérit nous vient de Berlin, un chercheur en économie à la Technische Universität de Berlin, membre du programme de recherche RedSideCon, dont il va pouvoir nous parler, qui étudie notamment les effets rebonds temporels. Vous nous en direz plus dans un instant. On a déjà parlé d'effets rebonds, mais pas d'effets rebonds temporels. Et puis enfin, Mathieu Durand-Daubin, ingénieur-chercheur à la R&D d'EDF. Vous êtes surtout là parce que vous avez contribué au centre de recherche d'IMEND, qui dépend de l'université de Lancaster. Vous nous expliquerez aussi en quoi consistait ce programme de recherche et les principaux enseignements qu'on peut en tirer. Puisqu'on parlait d'imaginaire, j'avais envie de commencer cette table ronde en vous demandant, alors réponse très courte à cette question très courte, qu'est-ce qui illustre pour vous, en une image, une anecdote ou une donnée chiffrée, nos modes de vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de nos modes de vie? Qu'est-ce que vous visualisez? Qui souhaite prendre la parole en premier? Moi, je vous Christophe propose Gay, oui. comme image un rond-point avec des gilets jaunes. Mathieu Durand-Daubin, vous avez même une image, je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran, c'est la petite photo numéro 1. Voilà. Ah oui, je proposais cette publicité d'Uber Eats qui montre l'accélération sous la forme d'un choix de passer moins de temps dans des activités moins valorisées comme la cuisine et plus dans des activités valorisées comme le sport. Ouais, et on retrouve notre jogger de ce matin d'ailleurs. Olivier Ridoux, pour vous, les rythmes de vie aujourd'hui, à quoi ils ressemblent? Une image que j'ai sous les yeux, c'est le nombre de téléphones qui sont posés sur nos tables et parfois juste dans nos mains. Et qui trahissent l'entrelacement de plein d'activités et qui sont permises par les outils modernes. Et qu'on consulte frénétiquement toutes les 30 secondes à peu près, je crois. Guérit, pour vous, une image de nos rythmes de vie aujourd'hui? Yes, sorry, I'm always a bit later.
Et d'ailleurs, ce soir, avec Laure Noila, on pourra parler de la vitesse et du burn-out chez les militants écolos, eux aussi débordés. Merci pour cette entrée en matière. On va peut-être commencer par la mobilité, Christophe Gay, puisque en matière de mobilité, la durée est vraiment au cœur de nos habitudes et de nos choix. Guérit en donnait un petit aperçu. Quand on cherche un logement, on se demande souvent voilà, où est-ce que je vais chercher, sachant que je suis prêt à consacrer 1h30 maximum à mes déplacements. Pourquoi est-ce que je prendrais le train pour partir en week-end alors que je pourrais arriver beaucoup plus vite en voiture? On a tous les jours ce genre de questionnement. On va peut-être regarder d'abord, avant que vous preniez la parole, cette vidéo qui a été réalisée par le forum Vie Mobile, qui nous rappelle que non seulement nous nous déplaçons de plus en plus vite, mais que nous nous déplaçons surtout aussi de plus en plus souvent, que nous dépassons de plus en plus. Est-ce qu'on peut regarder cette courte vidéo ? Est-ce que la vidéo est disponible en régie? Prenons le temps, voilà. Et non, visiblement, la vidéo ne fonctionne pas. On va peut-être partager les données. Ah bah si, voilà la vidéo. Mène le plus à nous déplacer, le travail. 41% du temps que nous passons en mouvement et 45% Non, je des pense qu'on a un kilomètres que souci nous avalons vidéo. sont liés au boulot. Il y a les allers-retours quotidiens, domicile-bureau, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Plus d'un quart des travailleuses et travailleurs en France, 27%. Et on a deux vidéos en même temps, je crois. Allez, est-ce qu'on peut retenter, puis sinon on commentera les données. Je pense que vous les connaissez toutes par cœur, Christophe Gay, les données de la vidéo. par jour, une charge conséquente qui pèse le plus souvent sur les plus bas salaires. Et vous allez non, ça fonctionne pas. Je dis, on a deux sons en même temps. C'est pas grave. C'était une petite entrée en matière, donc vidéo réalisée par le forum Vie Mobile avec toute une série de données qui donnent à voir nos temps de déplacement notamment. Et il en ressort, Christophe Gay, finalement cette idée reçue qui est déconstruite dans cette vidéo. On se dit qu'en allant plus vite constamment dans les transports, on va pouvoir gagner du temps. Eh bien non, en fait. Alors expliquez-nous ce paradoxe. Oui, alors peut-être pour ceux que ça intéresserait de voir effectivement la vidéo, on l'a réalisée dans le cadre des forums citoyens, qui est une démarche de démocratie participative dont on va reparler tout à l'heure, et il est disponible sur notre site forumvimobile.org sur la partie qui présente cette démarche participative. Alors, peut-être avant de répondre directement à votre question, et puisqu'on est dans une perspective où on se pose des questions de transformation radicale, je voudrais rappeler que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui n'a pas toujours été ainsi, mais qu'il est le fruit du 19e siècle, de la découverte des modes de transport rapides grâce à l'exploitation de l'énergie carbonée, et que ça a été une révolution absolument radicale en matière de mobilité, puisqu'on a multiplié dès le 19e siècle, avec l'invention du train, la vitesse par 24, et qu'ensuite, on a continué avec l'invention de la voiture et puis de l'avion. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des vitesses approximatives quand on est en ville entre 4 et 40 km/h, hors des villes de 60 à 130, on va dire, et puis entre les métropoles de 200 à 900 km/h. Et l'impact de cette vitesse, il est surenchéri aussi par le fait qu'il y a eu une véritable démocratisation de l'accès à la vitesse. Grosso modo, Yves Crozet estime qu'entre 1970 et 2017, le coût relatif du kilomètre parcouru a été divisé par 4. Et on sait qu'avec l'apparition de l'aviation low cost, eh bien, on a donné des moyens d'accéder à ce mode de déplacement rapide beaucoup plus facilement. Et donc, cette vitesse, en plus de ça, elle a été normalisée. C'est-à-dire que désormais, il y a une forme d'injonction au déplacement qui est aussi quelque chose qui est au départ un droit, qui est devenu de plus en plus une sorte d'injonction et qui est aussi quelque chose qui peut prendre une tournure d'extrêmement valorisée. Et donc, cette vitesse, effectivement, on pourrait penser qu'elle nous permet de gagner du temps, mais comme vous m'incitez à répondre, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'au fond, la vitesse ne permet pas de gagner du temps, elle permet de gagner de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, les gains de temps sont systématiquement réinvestis dans une dispersion de nos activités dans le cadre de notre vie quotidienne.
Et effectivement, les chiffres qui étaient évoqués dans cette vidéo avaient vocation à montrer que ces déplacements ont pris une place considérable. Nous avons fait une grande enquête il y a 2 ans, l'enquête nationale sur les modes de vie. On a quantifié tous les déplacements et on a constaté en disant qu'au cours d'une semaine, on parcourt 400 km. Voilà, 400 km, c'est-à-dire Paris-Nantes. 60 km par jour. On en faisait 4 au 19e siècle, avant l'invention de ces modes de transport rapides en moyenne. Donc concrètement, ça produit un certain nombre d'effets qu'on connaît bien aujourd'hui. C'est qu'on va pratiquer, on va accéder à tout un ensemble d'activités qui avant étaient très très centralisées autour de lieux d'habitation. Désormais, on va pouvoir aller picorer pour travailler, pour ses loisirs, pour faire ses courses, sur un champ spatial beaucoup plus étendu. Alors, peut-être que ce que je pourrais rajouter, c'est que ce que je vous ai indiqué comme chiffres, ce sont des données moyennes, qu'il y a quand même aussi des très très grandes disparités au sein de la population, puisque les 10% qui se déplacent le moins se déplacent moins de 10 minutes par jour, alors que les 10% qui se déplacent le plus se déplacent plus de 5 heures par jour. Voilà, donc la moyenne est importante, mais elle dissimule aussi des disparités immenses. Donc on va plus vite, on ne gagne pas forcément de temps, par contre on va plus loin. J'aimerais qu'on fasse le parallèle avec le numérique, Olivier Ridoux. Voilà là encore un domaine dans lequel la vitesse nous paraît aujourd'hui une évidence, à tel point qu'on se demande, pour certaines d'entre nous, comment on a pu fonctionner sans le smartphone, sans le Wi-Fi, sans le streaming, sans la HD. De quoi on parle exactement quand on parle d'accélération dans le domaine du numérique? On pense au flux, par exemple, de transmission des données, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Alors, je pense qu'on parle de 2 choses. On parle d'une part de faire les mêmes choses qu'avant, mais dans des délais impartis. Et par exemple, pour moi, il y a un point frappant, c'est les tout débuts, avant même l'informatique, les premiers appareils qui ont permis de gérer le recensement américain à la fin du XIXe siècle. Le contrat, c'était juste d'avoir fini le dépouillement du recensement avant le suivant. Et c'était plus faisable à la main. On a développé des machines en directe continuité avec l'histoire de l'informatique. C'est Ulrich qui a inventé la carte perforée pour ça, qui est devenue IBM, etc. Là, l'injonction, c'était de ne pas dépasser les 10 ans entre deux. Donc, c'est pas super rapide, mais c'était quand même déjà une contrainte de temps. Et par ailleurs, il y a aussi, une fois que quelque chose permet d'aller vite, on se demande toujours d'aller encore plus vite. C'est-à-dire qu'il y a ce 2 niveaux, respecter un délai et s'inventer de nouveaux délais. Et là, il y a un peu de fuite en avant sur les nouveaux délais, parce qu'évidemment, on passe, par exemple, vous prenez le mail. Initialement, c'était conçu comme une messagerie complètement asynchrone. On envoie un mail comme un courrier, puis on reçoit une réponse, on ne sait pas très bien quand, mais il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et puis de plus en plus, l'injonction, c'est d'essayer de répondre rapidement au mail. Ce qui n'était pas prévu dans la technologie mail initialement, qui n'est pas du tout faite pour ça. Avoir un dialogue continu par le mail, c'est une aberration par rapport à ce pourquoi a été fait le mail initialement. Et donc voilà, on a ces 2 injonctions, ces 2 choses qui se combinent. Respecter des délais qu'on s'est donnés. Alors après, pourquoi se les est-on donnés, c'est une autre question. Et puis, s'inventer des délais toujours plus forts. Alors sur les délais, juste pour l'anecdote, c'est pas une anecdote en fait, mais là, pour le recensement américain, le délai, c'était d'avoir dépouillé le recensement avant le suivant. Mais on a la même chose, par exemple, verser la paye avant la prochaine. Bon, il y a plein de contraintes de ce genre-là. Mais juste prenons le recensement. Il faut relire la Bible, donc on est là plusieurs milliers d'années avant. Le roi David a provoqué la colère de son Dieu parce qu'il a voulu recenser. Donc il s'est inventé une obligation, mais c'était une sorte d'orgueil. Et donc des fois, ceux qui donnent un délai, c'est une forme d'orgueil aussi. Et donc une transition, c'est aussi renoncer à certaines formes d'orgueil. Et là, actuellement, on a un orgueil du temps, un orgueil de la rapidité, etc. Certainement une chose à quoi renoncer. En tout cas, aujourd'hui, en matière de numérique, la technologie, avec un grand T, nous permet, par exemple, d'envoyer de plus en plus de données, de plus en plus rapidement, en tout cas de plus en plus rapidement. J'imagine que, comme pour les mobilités, on retrouve ce même effet d'avoir finalement un accroissement des volumes. Alors, oui, parce que les choses vont plus vite, on pourrait dire on va aller plus vite pour faire
la même somme de choses. Et simplement, on en profite pour faire plus de choses. Ou alors être moins vigilant sur la taille de ce qu'on envoie. On voit ça pour les vidéos, par exemple. Dès qu'on a un format plus compact ou des supports qui vont permettre d'échanger plus vite, eh ben, on envoie plus des documents qui sont plus lourds. Mais ça se voit aussi dans le temps humain. Vous voyez bien qu'envoyer un mail, c'est hyper rapide à composer, hyper rapide dans sa transmission et hyper rapide à lire. Simplement, on peut constater qu'on passe infiniment plus de temps à lire et écrire des mails qu'on le faisait dans le passé avec du courrier papier. Donc là, on a tout perdu sur cette dimension-là. Et puis on a surtout des équipements de plus en plus rapides. Le téléphone, les ordinateurs, les machines, les réseaux vont de plus en plus vite, sans qu'on en voit, j'imagine d'ailleurs forcément, nous, utilisateurs, utilisatrices, la plus-value, le bénéfice. Ben oui, parce que alors, il y a le temps microscopique des machines qui effectivement s'accélère, ça c'est évident. Les machines il y a ce qu'on appelle l'horloge qui bat le rythme du calcul. Les horloges vont de plus en plus vite, les débits des réseaux sont de plus en plus élevés. Mais évidemment, ça permet surtout de faire plus de choses en même temps que de faire gagner directement du temps. Après, il y a le temps social, le temps humain, il y a quand même des contraintes de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il y a quand même cet entrelacement de plein de temporalités qui sont facilitées parce que, puisque tout va vite, on peut hacher menu, on peut entrelacer. Et ça, je pense que ça crée une charge sur la société, avec parfois un déni de cette charge qui fait que ça devient une injonction. Être super disponible à tout moment sur plein de sujets. Et répondre à ces mails à 23h le soir. On va parler des conséquences environnementales de tout ça, mais j'aimerais qu'on vous entende, Gerrit von York, sur ce projet de recherche RedSideCon qui part de ce constat. Ces technologies dont on parle, les mobilités, le numérique, qui étaient censés nous faire gagner du temps, ont plutôt tendance en fait à augmenter la pression temporelle qu'on subit au quotidien. D'abord, est-ce qu'on peut mesurer cette pression temporelle ? On la ressent, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut l'objectiver ? Yes, thank you for your question. So what we did in our research project to have a look on the other side, because now we're talking a lot about technology, so the mobility, the digitalization, and so on. And the first question for us was how are these technologies leading to a faster pace of life? Yeah? So how are we getting always slower, always faster in our life? And we had one little project, where we were looking how is digitalization exactly leading to a faster pace of life, and we could see that it's quite important how much apps you have on the smartphone. So this is really an important thing which makes your life faster. And how did we measure it? We developed we call it a general acceleration scale. Two colleagues of mine developed this scale, and it's just a scale of 16 questions we asked, so like in a Likert scale, a bit detailed. So, and there's how we measure how fast your life is. And it's following the idea of Hartmut Rosers, a sociologist of Germany, who was developing this theory of the acceleration society. And he says that there's four time-efficient practices, which are really important about our way of living and the pace of our life. And this is multitasking, like doing 1,000 things at the same time, as one important practice. The second one would be filling breaks and transfer times. So, and I have a little break. Do I fill it directly with something else? So I wait at the train station, and do I check my smartphone, phone someone, whatever, or do I just wait during this time? So filling the breaks. Then also deciding for time-saving practices instead of time-intensive practices. So
I don't know, old example would be, do I decide to do hand washing or do I put my clothes in the washing machine? So yeah, this one is really time intensive, the other one is quite time saving. So this is also kind of accelerating our life. And the fourth way of happiness, yeah. On parlera beaucoup demain du concept de time wealth. En français, on dit plutôt bien-être temporel, mais demain, on mettra en lien cette notion de time wealth avec l'organisation du travail. Une expression a été utilisée à plusieurs reprises, Gerrit, c'est la notion d'effet rebond. Voilà, depuis ce matin, plusieurs personnes l'ont employé. Vous creusez avec vos collègues les effets rebonds temporels. Vous en avez donné déjà quelques exemples, mais est-ce que vous pouvez repréciser ce que sont ces effets rebonds temporels et comment ça se traduit dans la consommation, par exemple? Okay, yeah, I mean, I don't know. I sent you the presentation for the remote effect. Shall we show it or shall I just explain it? Oui, on a quelques slides en régie. C'est le support numéro 5, je crois, si on peut le voir. Alors ça, c'est le 4. Le 5, il est en anglais. It's supposed to be in German and English, so it's not mine. Sorry. Alors, est-ce que les diapos sont dispo? I mean, I can explain it. Oui. Yeah.
because I'm so time efficient with my life or with my work, my boss always gives me the more and more important work to do. So this is quite a rebound effect. Yeah, I'm more and more time efficient, and what happens, I get more and more tasks to do. And this maybe also some mothers know the same discussion at home. So because I'm so efficient in multitasking with the children and making them breakfast and then organizing the whole thing, this is because my partner never does something because I'm so much more efficient. So this also quite often happens. So this is about this time rebound effect of multitasking. Filling breaks is also an example we experienced quite a lot in our interviews we also did during the Corona crisis, and so this digitalization movement, so this home working and so on. And here's this guy who's saying, yeah, because I don't have to travel anymore and commute anymore, I have so much more time to spend in more and more video meetings. And this is what people told us also in a lot of interviews, that during Corona, they enlarged they did more and more meetings. And before, you had at least this little break when you have a meeting from 10 to, 10:30. You wouldn't start the next meeting on 10:30 because you have to go to some meeting room and so on. And here we have this rebound effect somehow, because the saving of these transfer times we directly spend into new meetings. Replacing slow activities is quite the same example you already gave us. It's about this difference between letter writing and email writing. But I want to have a little different focus on it. So it's also the person here says, okay, I don't have the time to write a letter, because so this is why I choose to write an email, because I get so many emails that I wouldn't even have time to focus on writing a letter. So it's also about this planability, because we are always interrupted. It's quite difficult for us to write a letter down, and it's quite easier to write a short email. But we have this rebound effect because I'm writing emails because it's saving me time, but at the same time I'm taking someone else's time by it, and so we are accelerating in this situation. And speeding up, we also did a survey on this, and it's related to the mobility issue, because you were talking about what is changing our life, because cars getting faster and the trains getting faster, etc. But we also could see that even the driving mode is quite important for some things like time rebound effect. So we could see that people who are driving really swiftly and really fast, spending more times in their cars, finally, and more time with everyday things. And this comic is saying, so because I'm so swiftly driving, it doesn't matter to me when I do 2 or 3 times more shopping a week, because I'm so fast in it. And so there's also this rebound effect, because I'm quite a fast driver. I decide, okay, I don't have to organize and plan my shopping in the week. I just do it one time because it takes me half an hour, but I'm always driving, 130 kilometers or so on, so I do it twice or 3 times a week. So these are a few examples for the time rebound effect. And it's quite has quite big influence, or comparably big influence, on time wells. So we compared it also, so we checked in our survey for care obligations, the mismatch between the working hours I would like to work and the working hours I actually work, and also the mismatch of my chronobiology. So how do I get up earlier than I would like to do? And we could see that so these different time efficient practices have the same influence on our time wells as care obligations. And so it's quite, everyone who has a child will know that it's quite a huge obligation on your time wells. And these practices have a really similar obligation on it. So. On pourra peut-être parler tout à l'heure dans la discussion de ce que cette pression temporelle, ce cycle de l'accélération et donc au final le manque de temps qu'on éprouve peut engendrer dans la façon dont on consomme. Peut-être que quand on n'a pas le temps, on cuisine moins, peut-être qu'on achète de façon plus compulsive pour se récompenser de travailler autant, on y reviendra. Sur les conséquences environnementales donc de cette accélération généralisée, Mathieu Durand-Daubin, on pense bien sûr à l'énergie. On peut se dire notamment que plus on se déplace rapidement, plus on va polluer. Est-ce que vous pourriez nous apporter votre... Plus personne ne touche
touche à rien, voilà. Sorry, Gary. Voilà, vous êtes toujours là, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur ce lien entre accélération et consommation énergétique ? Oui, alors effectivement, dans les travaux que nous avons menés dans le centre Demand, nous avions pour objectif d'essayer de mieux comprendre l'évolution de la demande d'énergie, donc dans le but d'être capable de la réduire face aux enjeux environnementaux. Et dans cette réflexion-là, et donc en particulier sur le rapport entre nos modes de vie et la consommation d'énergie, la dimension temporelle est apparue comme une dimension très très importante. Très importante à plusieurs titres en fait. Finalement, on peut faire beaucoup de parallèles entre l'énergie et le temps tel qu'il vient d'être discuté aujourd'hui en tant que ressource de nos modes de vie. C'est-à-dire qu'on se pose les mêmes questions finalement de l'efficacité, de notre efficacité temporelle, comme vient d'en parler Gerrit. On se pose la question de l'effet de l'efficacité énergétique et de l'efficacité des technologies et des éventuels effets rebonds qui peuvent venir derrière. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur cette question-là, du rebond qui a été évoqué par les trois intervenants précédents, pour dire que nous, de notre côté, on a plutôt tendance à regarder le rebond différemment et de se poser la question finalement de quel était l'objectif initial de cette efficacité énergétique ou temporelle ou de vitesse des transports. Est-ce que vraiment c'était de gagner du temps ou est-ce que c'était finalement de rendre notre temps plus productif ? À partir du moment où on le regarde sous le deuxième angle, on se rend compte que finalement, il n'y a pas vraiment de déception. C'est-à-dire que, comme finalement j'illustrais avec la photo de Uber tout à l'heure, gagner du temps, c'est pas forcément mettre du temps de côté pour le repos, c'est finalement donner plus de valeur à notre temps. Et donc il y a cette question de quelle est la valeur que nous donnons à différentes activités. Et éventuellement, il peut apparaître là des conflits et des déceptions. Finalement, voilà, comment est-ce que je gère le fait qu'à la fois je veux avoir une vie professionnelle enrichissante qui me demande de m'investir et d'y consacrer beaucoup de temps, et à la fois de conserver une vie personnelle où je peux avoir des temps sociaux, où je peux voir ma famille. Et donc on a vraiment cette façon de regarder les choses, elle est très présente en matière d'énergie, parce qu'on évoque très très souvent ce problème des effets rebonds comme étant un problème à résoudre et quelque part une déception, alors qu'en réalité, quand un ingénieur construit une machine pour faire un travail plus efficacement et donc faire gagner du temps aux individus, il conçoit en réalité cette machine pour qu'elle soit utilisée le plus possible. Si elle est plus efficace, c'est pour qu'elle puisse servir dans le plus de situations possibles. Si on a développé les outils numériques, les ordinateurs portables par exemple, qui sont d'un point de vue énergétique beaucoup plus efficaces, ça n'est pas pour économiser l'énergie, c'est pour faire plus de calculs, c'est pour que les individus puissent s'en servir dans plus de conditions et les utiliser plus fréquemment. Donc là, on voit qu'on a vraiment un parallèle entre l'utilisation des ressources temporelles et énergétiques. Donc on peut voir la consommation d'énergie, justement, dans sa première justification, comme quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps, c'est-à-dire d'augmenter la productivité de notre temps. Et si, à nouveau, on reste sur cette question de la valeur, finalement, qu'on donne à nos activités, on voit qu'on peut situer, finalement, cette dynamique d'accélération dans la description que peut faire Tristan Garcia de la vie intense, c'est-à-dire dans laquelle il décrit finalement notre société comme étant une société qui a adopté l'intensité de nos modes de vie et la croissance continue de l'intensité de nos modes de vie comme finalement la valeur principale moderne. Donc, ce qui permet finalement de comprendre
cette accélération. Et donc ensuite, pour ouvrir sur un autre sujet assez différent, il y a également une deuxième raison pour laquelle le temps et la demande d'énergie sont très entrelacés. C'est que particulièrement pour ce qui est de l'énergie électrique, il y a une nécessité de coordination et de synchronisation entre la consommation et la production. Ce qui amène le besoin de bien comprendre les temporalités de la consommation et d'essayer de comprendre comment éventuellement on peut construire des flexibilités de la demande ou de l'offre pour que le système continue à fonctionner. C'est ce qui nous a amené à beaucoup étudier le rapport entre nos rythmes quotidiens et les consommations d'énergie, notamment en utilisant les données d'enquête emploi du temps. Oui, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout parlé d'accélération, même uniquement d'accélération, mais à travers l'exemple que vous allez pouvoir nous présenter, on voit que ce lien entre nos rythmes de vie, notre consommation, notre empreinte environnementale sont aussi plus subtiles et prennent d'autres formes. C'est les travaux menés dans le cadre du centre recherche d'Imen que vous avez cité, donc piloté par l'université de Lancaster. En fait, vous vous êtes intéressé, là je fais vraiment un focus, à un phénomène qu'on connaît bien surtout en ce moment, puisqu'on est en hiver, c'est ce fameux pic de consommation électrique en fin de soirée, aux environs de 18-20 heures, et même plus précisément 19 heures. Vous avez cherché à comprendre l'origine de ce pic. Alors, moi, je me disais assez spontanément, 19h, c'est l'heure à laquelle tout le monde rentre à peu près en même temps à la maison et on met tous le chauffage à fond et ça doit être ça l'explication. Et en fait, c'est pas du tout ça. Oui, tout à fait. On s'est donc concentré sur cette question pour les questions de gestion du système électrique. Et donc, effectivement, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui, dans nos rythmes quotidiens, produisait cette pointe. Et ce qu'on a pu observer, déjà, on était dans un programme de recherche donc, entre la France et l'Angleterre, que le phénomène se produisait de la même façon au Royaume-Uni et en France, avec des paramètres différents. Donc pour préciser, dans nos rythmes quotidiens, un élément très très important, c'est la prise des repas, qui revient de façon cyclique et qui structure très très fortement l'organisation de notre journée. C'est le cas en France, c'est aussi le cas au Royaume-Uni, mais différemment, avec des paramètres différents, notamment le fait que finalement leur prise de repas est moins synchronisée et arrive plus tôt le soir. Mais cependant, les conséquences de cette structure temporelle sur le pic de demande d'électricité au Royaume-Uni et en France sont les mêmes. Et ce, malgré le fait qu'on a beaucoup de chauffage électrique en France et très peu au Royaume-Uni, qui a fonctionné sur le gaz de la mer du Nord pendant des années, et qui a donc un système de chauffage globalement beaucoup plus orienté vers le gaz. Et donc ce qu'on observe finalement, c'est que ce pic de consommation de 19 heures, il est beaucoup plus le fait d'une dispersion de nos activités à cette heure-là que d'une synchronisation dans laquelle tout le monde ferait la même chose. C'est-à-dire que 19 heures, c'est la transition entre la journée de travail et le retour au domicile. Et pendant ce moment de transition, en fait, il y a toute une diversité d'activités qui se développent. Certains sont encore au travail pendant que d'autres sont déjà rentrés. Et même encore plus que cette diversité d'activités, ça amène encore une autre notion. Il y a surtout une diversité dans la possibilité des activités. C'est-à-dire que finalement, le nombre de personnes et le nombre d'activités effectivement réalisées reste constant au cours de la journée. Le temps, il a cette particularité, contrairement à l'énergie, qui est qu'il n'est pas extensible. Enfin, voilà, il est consommé et reproduit chaque jour de façon continue. Et donc, le paramètre important, c'est qu'on est à une heure où finalement on a une offre de services, un nombre de bâtiments qui sont alimentés en énergie pour être à disposition, pour permettre à la fois la diversité de ces activités, mais même la possibilité de choisir éventuellement entre différentes activités. Et donc, c'est cette multiplicité
et ce choix qui est donné à chacun de nous, finalement, de pouvoir faire différentes choses au même moment, qui est un peu le sommet, finalement, de l'intensification de l'usage de nos temps. Donc, accélération de nos rythmes de vie, démultiplication des activités, on pourrait prolonger la liste. Tout ça a évidemment des conséquences lourdes sur l'environnement. On pense évidemment aux gaz à effet de serre dans le cas des mobilités. Je ne sais pas, Christophe Guest, si vous pouvez nous donner quelques données chiffrées pour nous faire prendre conscience de l'ampleur de ce que ça représente. Oui, alors en fait, on estime aujourd'hui que le secteur des transports en France représente 30% des émissions des gaz à effet de serre, ce qui correspond au premier secteur. Dans le monde, parce qu'en France, on bénéficie du nucléaire, dans le monde, c'est le deuxième secteur en général. En tout cas, c'est un secteur très important. Deuxième problème, c'est que c'est un secteur qui est en voie d'augmentation. C'est-à-dire que contrairement à d'autres domaines dans lesquels on pense avoir une certaine maîtrise, voire on a commencé à réduire, le secteur des transports continue d'augmenter. En particulier, l'augmentation des dernières années est due à deux facteurs principaux. D'une part, le fait que le marché de la voiture neuve est aujourd'hui dominé par les SUV, qui sont des voitures plus lourdes. Et donc, malgré leur meilleure efficacité énergétique, au total, on émet plus de gaz à effet de serre. Il faut savoir que c'est un phénomène mondial. 40% aujourd'hui, ils représentent 40% des voitures neuves achetées dans le monde. Voilà, y compris en Chine et aux États-Unis, donc l'impact est considérable. Et donc c'est vrai également en France. Et puis deuxième facteur, c'est lié à l'aviation, qui aussi représente à peu près 5% des émissions en France. Et la voiture, au sein de cet ensemble, représente 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la question des mobilités individuelles est évidemment très importante. Et en gros, elle représente 2/3 des émissions de gaz à effet de serre en France actuellement. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quelque chose qu'il faut regarder. On y entend que c'est quand même... on n'est pas tous égaux devant les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est, en particulier, on pense toujours aux problèmes de type de territoire concerné. Donc il y aurait les bons territoires comme les territoires urbains versus les territoires dispersés. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça quand on regarde ça en prenant en compte l'ensemble des déplacements. Là, d'un seul coup, les bilans carbone s'équilibrent beaucoup plus. Et au fond, le véritable vecteur explicatif, c'est le niveau de revenu, qui est de loin le facteur le plus explicatif, mais vraiment de très très loin. Et par exemple, si on prend la question de l'aviation, on a l'impression que l'aviation s'est démocratisée. En réalité, il faudrait plutôt dire, grâce en partie au low cost, depuis les années 70 que j'évoquais tout à l'heure, en fait, ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est qu'on est dans une situation où on a une certaine banalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, une plus grande part de la population française a accès à l'avion. Mais ça reste extraordinairement polarisé, c'est-à-dire qu'une toute petite partie, les plus aisés, sont ceux qui continuent à utiliser l'avion beaucoup plus intensément. Donc c'est un exemple intéressant parce qu'il montre que quand on veut réfléchir dans une logique de transition, l'articulation entre les enjeux écologiques et les enjeux sociaux est vraiment fondamentale. Et on pourra y revenir tout à l'heure dans la partie des solutions, mais il y a vraiment des choses à prendre en compte si on veut réussir en fait les conditions politiques de cette transition. Je voudrais peut-être profiter de l'occasion qui m'est donnée de reprendre la parole pour dire que j'ai complètement oublié de dire des choses assez essentielles par rapport à la question de la temporalité tout à l'heure dans mon exposé, donc je vais essayer de les dire très rapidement. L'accélération en fait, donc, qui permet de gagner de la distance, en fait, le lien avec la question de la temporalité, il est double. Il est d'une part dans le fait qu'on passe beaucoup plus de temps, enfin non, c'est pas vrai, on ne passe pas plus de temps à se déplacer, en fait, on passe un temps constant à se déplacer à peu près, c'est estimé grosso modo à 1 heure. Nous, dans nos études, on monte à 1h30 parce qu'on prend en compte tous les déplacements internes au travail, et donc on se déplace entre 1 heure et 1h30 par jour en moyenne toujours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'espace qu'on a gagné, c'est-à-dire le fait d'accéder à plus d'activités, en fait, il se déroule dans un espace de temps contraint, qui reste toujours le même. Donc, ça a été évoqué précédemment. Mais malgré tout, la journée, les 24 heures dont on dispose, on peut essayer de moins dormir, on peut essayer d'aller plus vite, de faire plus de choses. Mais au final, ça reste contraint. Et donc, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, la vitesse, en fait, elle contribue à densifier, à intensifier nos modes de vie. Et ce phénomène est d'autant plus fort qu'il se combine avec les outils numériques, qui sont, contrairement à ce qu'on pouvait penser à l'origine, non pas des choses qui viennent se substituer, mais des choses en fait qui viennent se nourrir avec les déplacements physiques. En fait, on est dans une logique où, d'une certaine manière, le fait de pouvoir maintenir une relation à distance plus aisément grâce aux outils tels que les téléphones, Internet,
font qu'on va aussi être amené à plus se déplacer pour maintenir le lien avec les personnes avec qui on a pu maintenir un lien. On rencontre, je sais pas moi, un étudiant espagnol lors l'un de ses séjours universitaires permis par l'Europe. Eh ben, avant, peut-être qu'on aurait maintenu une relation épistolaire. Désormais, on va pouvoir combiner l'avion low cost et Internet pour pouvoir maintenir cette relation. Et d'ailleurs, on va aussi intensifier nos activités pendant notre déplacement parce qu'on va pouvoir avoir toutes sortes d'activités qu'avant, on n'aurait pas pu avoir. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais évoquer, c'est qu'il faut avoir aussi en tête que tous ces merveilleux systèmes techniques, l'avion, la voiture, le train, en fait, Tim Cresswell, géographe culturaliste anglais, montre qu'ils sont aussi producteurs de friction et que c'est consubstantiel à ces à ces systèmes techniques. C'est-à-dire que on pense toujours évidemment, et c'est la promesse de la technologie, qu'on va avoir un déplacement sans friction, sans problème. En réalité, il va y avoir des retards, il va y avoir des pannes, il va y avoir de la congestion. Et en fait, il est évident que tout ça vient créer une tension supplémentaire dans nos emplois du temps. Parce qu'effectivement, quand on planifie son emploi du temps, on n'intègre pas en général les pannes, on n'intègre pas en général la congestion. Et donc, d'une certaine manière, là aussi, il y a des inégalités dans la gestion du temps, parce que ceux qui ont les moyens de faire appel à un babysitter, à des services, vont pouvoir acheter du temps, alors que les autres, ils vont être contraints de subir les conséquences des frictions de ces systèmes de déplacement rapide. Oui, et subir une pression encore plus importante. Olivier Ridoux, on va terminer par quelques données, parce que j'aimerais qu'on puisse quand même prendre des questions de la salle. C'est bien que vous ayez parlé d'aviation, Christophe Gay, parce que aviation numérique, c'est un peu le même combat. On est à peu près au même niveau aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, sauf que côté numérique, je crois que la courbe est plutôt quasiment à la verticale. J'ai apporté ce numéro du Monde diplomatique d'octobre, dont le grand titre est « Quand le numérique détruit la planète ». Est-ce qu'on peut chiffrer, est-ce que, comme Christophe Gay, vous avez quelques éléments chiffrés à partager pour nous donner à voir ce que représente le numérique aujourd'hui en termes d'empreinte? En préambule, je ferais surtout d'abord dire que je rechigne souvent à donner des chiffres, parce que les chiffres changent, les chiffres évoluent dans le temps. Des fois, on utilise des très vieux chiffres d'il y a 20 ans et qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Et alors, je préfère parler plutôt en ordre de grandeur. Oui. Et donc, l'ordre de grandeur pour le numérique actuel, c'est vraiment le même que celui de l'aviation. Et là, c'est vraiment un grand contraste sur la gestion politique de ça. On fait des yeux noirs à l'aviation depuis longtemps. Il y a des mouvements honte à ceux qui volent, etc., dans les pays scandinaves. Et il n'y a pas de mouvement honte à ceux qui pianotent sur leur... Et donc, là, il y a une différence d'appréciation. Je pense que c'est psychologique. C'est-à-dire qu'on voit les infrastructures de l'aviation sont visibles, des grands aéroports, des grands avions. On voit ces avions qui décollent avec, on voit l'air chaud qui se dégage, etc. Et alors qu'on voit rien de tel pour un téléphone portable, ça paraît lissé, propre, etc. Parce qu'on voit pas tout ce qui est derrière. Alors le derrière, c'est le avant et le derrière en fait. Le derrière, c'est la fabrication de ces appareils. Alors, le avant et l'après aussi, parce qu'il y a aussi le traitement de ces déchets. Et puis, le derrière, c'est les infrastructures. C'est-à-dire que pour un appareil qui pèse quelques centaines de grammes, on a besoin d'infrastructures fixes, constantes, planétaires, qui au total sont équivalentes à la partie visible. C'est pour ça qu'on utilise souvent cette métaphore de l'iceberg. Oui, d'ailleurs, si la régie pouvait nous mettre le support numéro 4, on avait une petite diapo sur ce fameux... on parle de sac à dos écologique pour parler de... Oui, alors hop, voilà, c'est celle-ci. Et donc là, cette métaphore de l'iceberg, elle est tout le temps employée pour ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la partie émergée qui, pour un ordinateur portable, pèse à peu près 2 kilos, un peu moins. Et puis des centaines de kilos de ressources qui ont été manipulées pour le fabriquer. Alors après, il y a des problèmes d'appréciation. Vous voyez, par exemple, il y a plusieurs milliers de litres d'eau. Ça paraît, évidemment, personne n'y pense parce que ces appareils ont l'air tellement allergiques à l'eau qu'on se dit où est l'eau là-dedans. Eh bien, elle est dans la fabrication. Pour beaucoup, elle est dans la production d'électricité. Pour beaucoup aussi, mais là, on n'en est pas là parce qu'on ne parle que de la fabrication. Mais après, on peut se dire, OK, mais plusieurs milliers de litres d'eau, pour un ordinateur qui va peut-être vivre
quand même, on peut espérer plusieurs milliers de jours. Donc 3 ans, ça fait 1 millier de jours à peu près. Un peu plus. Et donc, on tombe dans des quantités qui sont à peu près l'eau qu'on consomme tous les jours. L'eau visible, celle qu'on boit, qu'on consomme dans la toilette et tout. Et donc, d'une certaine manière, à la fois, c'est pas énorme, et à la fois, c'est invisible. Et donc, on a souvent ces sacs à dos, ces icebergs, etc., causent des erreurs d'appréciation qui me semblent importantes à lever. Tout à l'heure, on parlait de se projeter dans un avenir. Se donner une image, c'est aussi se donner une image du présent, de qu'est-ce qui est actif dans le présent, quels sont les différents poids. Si vous permettez, je voudrais revenir sur la diapo qui était, je crois, 2 crans avant. Oui, alors assez brièvement. Parce que Non, 3 crans avant peut-être. 3 crans avant. Attendez, voilà. Oui, voilà, sur la tendance qui Et il s'accélère. y a le coût de cette tendance-là, plus 8% par an. Alors, plus 8% par an, on se dit c'est petit, c'est 8%, c'est pas grand-chose. Mais quand on cumule, quand on fait le calcul, c'est un doublement en 9 ans. Et là, on comprend que ça commence à devenir franchement intolérable. Et il y a beaucoup, il me semble, de biais de communication, où, par exemple, on va communiquer en pourcentage comme ça paraît assez neutre. Si on communiquait en période de doublement, ça serait plus lisible par le public. Si juste une petite parenthèse, par le Covid, on nous a beaucoup parlé de R0, de machin comme ça, qui était incompréhensible. Si vous nous avez parlé de période de doublement, pareillement, on aurait mieux compris les moments qui étaient vraiment d'accélération et les moments qui étaient de ralentissement. Donc la communication, on va dire, institutionnelle est parfois complètement, me semble, à côté de la plaque pour que les gens ressentent ce qui se passe. Merci beaucoup à vous 4. J'aurais eu plein de questions à vous poser encore, mais l'heure tourne vite. Et je veux quand même qu'on puisse prendre quelques questions. Est-ce que des personnes souhaitent réagir ou demander des précisions sur ce que vous avez pu entendre? Bien sûr, on n'a pas été exhaustif, loin s'en faut, mais il s'agissait de déjà donner une idée, un aperçu des impacts environnementaux de nos rythmes de vie, de l'accélération, des multiplications des activités. Oui, une intervention au fond. Oui, bonjour. Donc moi, j'avais peut-être juste une petite question de curiosité pour Guérit sur l'échelle générale d'accélération sociale. Sur les 4 axes, je me demandais d'où est-ce que ça venait. Est-ce que c'était le fruit d'entretiens, d'échanges avec des enquêtés, ou est-ce que vous étiez inspiré de la littérature pour identifier ces 4 axes? Et puis, j'avais peut-être une question un peu plus provocatrice ou sur le fond avec Mathieu, que je suis très content de revoir. J'ai noté que tu disais l'ingénieur ne conçoit pas l'objet pour qu'il soit moins utilisé. Si effectivement tombe sous le sens, enfin ça paraît très évident. Et que du coup, à ce titre-là, les effets rebonds temporels ne sont pas forcément déceptifs si on part du principe que la valeur centrale dont tu parlais, à savoir l'intensification des modes de vie, est quelque chose d'attendu à ce moment-là. Au contraire, les effets rebonds sont positifs. Ils répondent aux attentes. Et je sais que tu es ingénieur, mais je sais aussi que tu es un peu sociologue. Et du coup, j'ai envie d'aller te chercher sur ce constat-là. Je trouve qu'on observe assez fréquemment sur les gens qu'on va dire qui manipulent la raison mathématique, les économistes et les ingénieurs, qui ont souvent, de mon point de vue, tendance à partir de présupposés sur ce que sont des valeurs centrales, en se disant que c'est normal et que c'est comme ça que ça fonctionne, que tout le monde veut faire plus et qu'on fait que répondre aux attentes, alors que justement, eux-mêmes, dans leur pratique, exemple, les ingénieurs, qu'on se vend des outils qui sont toujours plus performants et qui ont valeur de plus en plus utilisés, sont justement vecteurs de dissémination de ces valeurs. Et que peut-être ils ne se questionnent pas sur le rôle qu'ils jouent dans le fait qu'on pense que l'intensification des modes de vie puisse être quelque chose d'attendu. Donc je voulais t'entendre un peu là-dessus. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir un ingénieur accroissant ou décroissant qui dirait « certes, je veux faire un produit efficace, mais qui ne soit pas forcément utilisé plus ou trop ». Merci pour cette double question. Guérit, peut-être d'abord sur ce modèle, en tout cas ces 4 entrées.
Merci. On pourra y revenir demain dans la table ronde sur l'organisation du travail et le bien-être temporel. Mathieu Durand-Daubin, sur la posture, le rôle de l'ingénieur, alors. Alors, sur cette question-là, je pourrais déjà commencer par la position d'Elisabeth Chauve, donc, qui était la directrice du centre Dimond, et qui clairement, elle, titre ses papiers en disant l'efficacité énergétique est le problème et pas la solution. Donc voilà, qui est vraiment sur une position radicale de dire l'efficacité énergétique nourrit la consommation d'énergie, de la même façon que l'efficacité, de la même façon qu'on pourrait dire qu'elle nourrit l'accélération, hein, dont on parle aujourd'hui. Et finalement, c'était quand même, enfin, ça faisait partie justement des principales sorties de ces 5 ans du centre Dimond, qui était de dire aux politiques publiques, aujourd'hui, vous vous appuyez essentiellement sur cet outil-là pour dire que vous allez résoudre la crise environnementale. C'est peu crédible. Et je pense que par rapport à ça, j'irai dans son sens. En termes de politique énergétique, aujourd'hui, on attend trop de l'efficacité énergétique au vu de ce constat. Après, cependant, même si c'est, on va dire, le cas général, on peut identifier quand même des cas particuliers, spécifiques, des exceptions dans lesquelles les choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire que on peut considérer qu'il y a des situations dans lesquelles on va arriver à saturer, d'une certaine façon, on pourrait dire la demande de service avec cette efficacité, et du coup obtenir une réelle baisse de consommation. Ça existe. On peut prendre l'exemple au moins temporaire de ce qui a pu être obtenu sur l'efficacité énergétique du froid dans le secteur résidentiel, donc des frigos dans ces 30 dernières années, ou sur l'éclairage avec les LED, où il y a eu effectivement des gains très forts qui ont permis sur certains usages, alors c'est toujours des questions aussi de définition de périmètre, hein, au moins en apparence et temporairement, d'obtenir un bénéfice en termes d'économie. Merci.